Merci de rester fidèle au programme d'Africa 7, la chaîne panafricaine. Bienvenue dans votre émission Enjeu, l'émission qui vous permet de comprendre les questions en jeu, et ce n'est pas un jeu de mots. Pour ce numéro de votre émission Enjeu, il sera essentiellement question du procès de Karim Wade et de ses co-accusés qui vient de livrer d'ailleurs son verdict. Un verdict qui suscite beaucoup de commentaires. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Maître Pape Leyti Ndiaye, avocat d'Ibrahim Abou Khalil dit Bobo Bourgi. Bonsoir, Monsieur Leyti Ndiaye, Maître Leyti Ndiaye. Bonsoir, Monsieur Diouf. Je rappelle à nos téléspectateurs que les avocats de l'État, donc les avocats de la partie civile, étaient invités sur ce plateau. Ils ont certainement eu des contretemps ou qu'ils sont en train de savourer leur victoire, n'est-ce pas, maître? On les attendait sur ce plateau, ils ne sont pas venus. Ouais. Mais bon, on va donc débattre à deux sur cette question que je viens d'évoquer. D'ailleurs, pour commencer, le verdict est tombé. Donc, Karim Wade écope de 6 ans de prison ferme, assorti d'une amende de 138 milliards de francs CFA. Ses co-accusés, Pape Mamadou Pouye, Alioune Diassé et Bibo Bourgi sont frappés de la même amende, mais sont condamnés à 5 ans de prison ferme. Seuls Mbaye et Pierre Agboba ont été relaxés. Alors, votre commentaire par rapport à ce verdict, trop lourd? Je dois d'abord dire que, sauf erreur de ma part, monsieur Pape Mamadou Pouye, que je défendais aussi, est condamné à une peine d'amende moindre. Non, elle n'est pas de 138 millions, je pense qu'elle est de 69 millions, en ce qui concerne Pape Mamadou Pouye. Mais bon, de toute façon, on est dans la démesure. C'est-à-dire que, pour résumer, ce procès, c'est le procès des extrêmes. Bon, cette cour n'a pas servi pendant 32 ans, c'est un extrême. Elle a siégé pendant 8 mois, c'est un extrême. Elle a prononcé 138 milliards d'amende, c'est un extrême. Et puis voilà, on peut comme ça à foison multiplier les exemples. Ce procès, c'est vraiment, pour moi... Vous jugez le verdict injuste? Vous savez, injuste, c'est un mot, à mon avis, même peut-être euphémique. Oui, c'est-à-dire que le 2 février 2015, la défense dont je fais partie a tenu une conférence de presse pour expliquer les raisons pour lesquelles il se retire du procès. À cette occasion, nous avons dit que nous étions obligés de nous retirer pour ne pas prêter notre concours à ce qui nous paraissait être une chronique d'une condamnation annoncée. C'est-à-dire qu'on était en plein dans un procès unique. Et pour paraphraser un peu, un de mes anciens profs de français, c'était un procès partiel, partial et parcellaire. Mais vous avez aidé quand même à ce procès à être parcellaire, parce que vous avez boycotté, comme vous l'avez dit tantôt. Écoutez, je ne sais pas si vous connaissez cette légende de chez nous, que l'on intitule Fassou Ben Tank, c'est-à-dire ce cheval unijambiste. Disons qu'on disait, quand vous rencontrez le cheval unijambiste, c'est la fin de tout pour vous. Le cheval va vous demander de monter, de le chevaucher, et que vous montiez ou que vous ne montiez pas, écoutez, vous allez mourir. Écoutez, nous avons choisi de dire, écoutez, nous n'allons pas monter sur le cheval. Et mais au début, vous avez monté. Écoutez, vous avez participé au procès. Vous savez, dès le départ. Il faut se dire une chose. Les prémices de ce que le procès n'était pas équitable, on les a senties depuis même l'enquête préliminaire. C'est-à-dire que quand la gendarmerie a été saisie, pendant la phase d'instruction préparatoire, comme au cours des audiences publiques, donc on a senti que ce procès, il y a longtemps qu'on pouvait le lâcher. Mais vous vous dites tout le temps, c'est pas possible, nous sommes au Sénégal. Le Sénégal est une démocratie majeure, sa justice est une justice d'expérience. Donc, puisque notre rôle c'est de participer à la distribution de la justice, écoutez, un peu comme Candide, nous nous sommes dit, écoutez, nous pouvions
autant que faire se peut, contribuer à ce que ce procès soit mis sous les rails du procès équitable. Et vous êtes arrêté au milieu du gué? Écoutez, oui, nous nous sommes arrêtés au milieu du gué. C'est une façon peut-être de voir les choses. Nous nous sommes arrêtés au milieu du gué parce que nous en avions un peu assez de boire plutôt d'avaler des couleuvres. Et puis il y a un moment où on se dit, écoutez, trop c'est trop. Et quand il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase, on se dit, écoutez, refusons de cautionner par notre présence ce qui apparaît comme une espèce de procès déjà jugé. Oui. Sur les motivations du verdict, le juge de la CREI considère que Karim Wade n'a pas pu justifier la licéité de ces biens. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je crois que quand vous dites ça, vous sautez une étape de l'analyse. Laquelle? Parce que, vous savez, l'enrichissement illicite, si l'on se penche sur l'exposé des motifs de la loi, le texte vous dit, l'exposé des motifs de la loi de 81-53, là, du 10 juillet 1981, vous dit que, en fait, l'infraction, ce n'est pas l'enrichissement en soi, qui peut avoir été réalisé à n'importe quel moment de l'existence de l'individu. Mais ce qui est condamnable, c'est le fait que quelqu'un ait pu mettre à profit l'exercice de fonctions officielles, n'est-ce pas, pour s'enrichir. Donc en fait, vous dites, il n'a pas pu rapporter la preuve de la, comment dire encore, licéité du patrimoine qu'on lui attribue, oui. Mais je pense qu'il y a une étape dans le raisonnement que ce procès a, on va dire, escamoté. C'est l'étape qui consiste à dire quels sont les éléments qui permettent de dire que tel élément de patrimoine appartient à Karim Wade. Je suis désolé, oui. Mais cette phase du raisonnement à la fois dialectique et juridique, écoutez, objectivement, cette phase, on l'a absolument escamotée. Parce qu'en réalité, il y a une question nodale qui a été posée. Est-ce que ça appartient à Karim Wade? Les réponses ne pouvaient pas résulter de témoignages. C'est absolument inexact. On vous dit, ouais, nous avons un dossier en béton, on a une ribambelle de preuves accablantes, etc. Tout ça, c'est du vent. Vous savez, il y a effectivement un principe qui gouverne la preuve en matière pénale. C'est contenu dans l'article 414 du Code de procédure pénale. Le juge, il fonde son intime conviction sur les preuves qui sont régulièrement discutées devant lui. Ça, c'est un principe général. Il y a un principe qui sous-tend ce principe général, ou qui lui est, on va dire, adjoint. C'est que lorsque, dans une matière, même quand on est en matière pénale, lorsqu'il s'agit de faire la preuve d'un fait ou d'un acte dont le régime juridique est organisé par un texte spécial, c'est ce texte spécial qui doit s'appliquer et il s'impose au juge pénal. En plus clair? En plus clair, écoutez, vous savez, j'ai dit dans d'autres peut-être endroits, parce que ce n'est pas la première fois que je m'exprime, même si, comparé à d'autres, j'ai un gros déficit de communication. Bien sûr. J'ai dit que, vous savez, en Wolof, on nous dit « Magum waxon nako, mogon magum xamon nako ». Autrement dit, on préférera de loin un sage qui dit « je vous l'avais dit » à un sage qui dit « je le savais ». Alors, il se trouve que comme par extraordinaire, on va dire, les latins nous apprennent plus ou moins que le sage qui écrit est préférable au sage qui dit. Verba volant, scripta manent. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Il y avait dans ce procès une dialectique entre les témoignages, donc la parole, et l'écrit. Plus précisément entre le... Voilà, maître, on y arrive. Il a été beaucoup question lors de ce procès de société qu'on a attribué à Karim Wade, qui a nié la propriété. Est-ce des arguments solides pour condamner quelqu'un? Oui, donc au cours de ce procès, Clédor devrait insister pour dire que Ahmed Diène Nidiaïm, quoi. On n'a pas Clédor. Il lui dit donc Clédor, il y a beaucoup de Nidiaïm. Enfin, décidément, tu es vraiment un pan d'oncle. Oui. Alors, en fait, disons que cette obsession que, j'allais dire, l'un des accusés de ce procès avait à rendre telle personne, enfin, de faire de telle personne son oncle, un personnage central, disant que je l'appelle à témoigner parce que je l'ai vu tel jour, telle heure, etc. Mais c'était devenu, on va dire, presque pathétique. Oui. Alors, ça me rappelle un peu cette obsession que les gens ont apprêtée à Karim Wade, n'est-ce pas, toutes ces sociétés-là, oui. Que des citoyens sénégalais, n'est-ce pas, entreprenants, qui ont de la matière grise, du savoir-faire, n'est-ce pas, ont créé, ont porté sous les fonds baptismaux
ont en quelque sorte fait grandir, fait croître, n'est-ce pas? Ils ont créé de la richesse et je dis, on est quand même éberlué par cette grosse propension, cette obsession que l'on a à dire que l'accusation, n'est-ce pas, le parquet spécial avait à dire non, non, ça appartient à Karim Wade, ça appartient à Karim Wade. Il vous dit ça ne m'appartient pas, il n'y a absolument aucun document qui atteste que ça lui appartient. Ben, écoutez, et pourtant on lui dit, écoute, ça vous appartient. Alors, je vous signale que cette cour qui dit que ces sociétés appartiennent à Karim Wade, cette cour a rendu en mai 2004, le 7 mai je crois, 2014 plutôt, une ordonnance dans laquelle elle disait, répondant à une demande de M. Ibrahim Abou Khalil Bibo Bourgi, n'est-ce pas, écoutez, vous demandez à la cour l'autorisation d'occuper un appartement. Mais écoutez, nous ne pouvons pas vous laisser occuper, même provisoirement, un appartement qui, d'après les pièces de notre dossier, appartient à une autre personne. C'est la cour qui dit ça dans une pièce du dossier. Elle dit très clairement à une requête que lui adresse M. Ibrahim Abou Khalil pour occuper un appartement qu'on lui avait saisi. Écoutez, nous vous demandons l'autorisation d'occuper provisoirement l'appartement jusqu'à ce que la procédure soit terminée. La cour lui répond textuellement, nous ne pouvons pas vous autoriser, même provisoirement, à occuper un appartement qui, d'après les pièces de notre dossier, appartient à une autre personne. Écoutez, je ne comprends pas que cette même cour puisse dire, écoutez, les sociétés appartiennent à Karim Wade, alors que les pièces du dossier disent le contraire. Oui, si je vous comprends bien, sur les actes notariés, hein, les pièces donc des sociétés, il figure les noms de vos clients, contrairement à ce que dit la cour, qui prétend que ces sociétés appartiennent à Karim Wade, alors que le nom de Karim Wade ne figure pas sur ces documents. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est une dialectique entre l'écrit et la parole. C'est-à-dire que la Cour a donné la primeur à la parole, comme l'accusation le lui demandait, à la parole. Ben écoutez, oui, telle personne, n'est-ce pas, dit ça, telle personne dit ça, telle personne dit ça. Moi, je considère que ça, c'est bon. Effectivement, je le prends comme, je lui donne la force probante qui sied pour que M. Karim Wade puisse être déclaré propriétaire de la société, alors qu'il y a des documents qui, malheureusement pour l'accusation, ne sont pas argués de faux, qui sont produits, qui sont dans le document, dans le dossier, et qui disent que ces sociétés n'appartiennent pas à Karim Wade. Oui, mais qu'est-ce qu'on reproche exactement à votre client Bibo Bourgi? Écoutez, l'accusation dit complicité d'enrichissement illicite. Aujourd'hui, on peut considérer que même la Cour dit effectivement complicité d'enrichissement illicite. C'est-à-dire que s'il y a complicité d'enrichissement illicite dans le cadre des sociétés, ça veut dire qu'en fait, nos clients sont des prête-noms. C'est ça, plus ou moins, la thèse qui est retenue. Écoutez, si on retenait même cette thèse-là, je suis quand même surpris que, bon, d'autres personnages dans ce dossier n'aient pas été poursuivis. Vous savez, dans ce dossier-là, il y a une personne dans ce pays, une personne dans ce dossier qui a revendiqué publiquement d'être l'associé de Karim Wade, qui n'a jamais été inculpé. Et c'est qui? Bah écoutez, je ne sais pas, l'histoire le dira un jour. Vous êtes journaliste, je vous laisse vous pencher sur le dossier. Il y a quelqu'un qui a publiquement revendiqué d'être l'associé de Karim Wade dans l'une des sociétés. Cette personne n'a jamais été inculpée. D'ailleurs, bon, la Cour a fait mine de l'entendre. Au bout de quelques heures, là, il a dit, bon, j'ai un empêchement. On l'a laissé partir et il n'est plus jamais revenu. Ah oui? Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on reproche à votre client exactement? Donc, oui, on dit que c'est des prénoms. Par exemple, bon, je donne un exemple. On parle de Bibo, on parle de Papouy. C'est à peu près le même raisonnement qui était tenu pour Agboba. Heureusement qu'il a échappé au couperet. Mais je disais, écoutez, comment pouvez-vous dire de Bibo, n'est-ce pas, écoute, qui a quand même créé et fait fructifier des affaires au Sénégal, dont la famille est riche depuis plus de 60 ans. Il y a quelqu'un qui a déclaré à la barre, sans rigoler, écoutez, la famille de Bibo peut acheter tout le Sénégal. Écoutez, ce monsieur-là, vous dites, voilà, vous êtes le prénom de M. Karim Wade, alors que c'est fondamental. Vous savez, dans ce dossier-là, il y a des documents qui sont d'une importance capitale sur lesquels, malheureusement, on passe. On préfère donner, n'est-ce pas, la primeur au témoignage de quelques personnes qui ont été intéressées, parce que c'est ça la vérité. Dans la loi, dans quel sens? Écoutez, c'est très simple, je vais m'arrêter un moment. Vous savez, la loi sur l'enrichissement illicite prévoit très clairement que lorsqu'une personne est susceptible de poursuivre pour complicité, écoutez, cette personne peut bénéficier de l'absolution, peut obtenir de ne pas être poursuivie, rester dans l'impunité à condition qu'elle coopère, qu'elle dénonce celui qu'on considère comme le corrompu. Écoutez, objectivement, dans ce dossier-là, vous avez une foule de gens, n'est-ce pas, qui ont comparu comme témoins et qui auraient dû être poursuivis.
Écoutez, la raison pour laquelle ils ne l'ont pas été, c'est parce que très simplement, on leur a mis un marché en main. Vous dénoncez Karim Wade, écoutez, on vous laisse dans l'impunité. Ça, ce sont des questions que, écoutez, les gens n'ont pas voulu qu'on discute à l'audience publique. Oui. Je vous donne un exemple très précis. J'ai eu un incident très violent avec M. Alioune Ndao, l'ancien procureur spécial. Écoutez, l'incident, il est venu comme ceci. Très simplement, Patricia Lek Diop, témoin, on va dire principal témoin de l'accusation dans cette affaire, comparé. Moi, je lui pose des questions très simples. Madame, est-ce que vous connaissez la loi sur le blanchiment? Elle me dit, oui, je connais. Oui, je connais. Je dis, est-ce que vous connaissez, est-ce que votre cabinet blanchit de l'argent? Elle me dit, non. Je dis, pourquoi laissez-vous dire à la barre de cette cour que les cabinets de notaires blanchissent de l'argent? Écoutez, tout le monde s'en émeut. Non, non, ça n'a pas été dit. En réalité, un assesseur de la cour avait dit très clairement à Madame Patricia Lek, tout le monde sait que les cabinets de notaires blanchissent. Bon, enfin, on passe. Question suivante. Je lui dis, est-ce que vous connaissez la loi sur l'enrichissement illicite? Elle me dit oui. Je lui dis, est-ce que vous savez que cette loi permet aux gens qui dénoncent le présumé corrompu, n'est-ce pas, bénéficient, donc ces personnes qui le dénoncent, peuvent bénéficier de l'absolution, peuvent obtenir de ne pas être poursuivis. Alors le procureur spécial, Alioune Ndao, s'interpose. Ça, c'est des mensonges d'avocat, c'est le fameux incident sur le mensonge d'avocat. Oui. Alors, il a réussi à diluer un peu ma question dans le brouhaha, etc. Et on n'est pas revenu là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, la vérité de la vérité, c'est que ça, c'était des questions qui fâchent. Parce que dans le dossier, il y a une foule de gens qui, si l'accusation était sérieusement fondée, auraient dû être poursuivis comme co-prévenus. C'est cela que vous cherchiez à non, c'était même pas ça. Oui, c'est-à-dire c'était une façon pour nous de dire que ces témoignages ne sont pas crédibles. Vous savez, quand il y a on fait prêter serment, il y a un marchandage entre les témoins et très clairement, très clairement. Quand on fait prêter serment à un témoin, en général, on disait sans haine et sans crainte. Bien sûr. Vous devez témoigner sans haine et sans crainte. Écoutez, vous devez témoigner sans haine et sans crainte. C'est que le témoin, il doit être serein, ça ne doit pas être un témoin intéressé et tout ça. Écoutez, tout ça n'était pas réuni ici parce que la plupart de ces gens, écoutez, comment pouvez-vous dire, je donne un exemple, à côté de Patricia Lek, il y a Elimanel Diop. Elimanel Diop, on lui dit, écoutez, je veux dire, c'est lui qui a fait charger Agboba. À la limite, je me dis, puisque j'espère pour lui que c'est un bon musulman, j'espère qu'un jour il présentera ses excuses à Pierre Agboba, parce que Pierre Agboba, il doit son calvaire dans cette affaire exclusivement à Elimanel Diop. C'est Elimanel Diop qui a déclaré, au cours de l'entretien, au cours duquel on a engagé M. Pierre Agboba comme PCA, n'est-ce pas, de AHS, n'est-ce pas, il y avait Karim Wade. Karim Wade était présent au cours de cela. C'est cette phrase qui lui a valu, n'est-ce pas, d'être interné au Sénégal depuis 2 ans et demi. Je rappelle que ce monsieur, qui est le PCA, vit au Bénin, il a sa famille au Bénin. Il est arrivé au Sénégal, on va dire, volontairement, c'est-à-dire il s'est amené dès qu'il... Voilà, donc M. Agboba, il arrive au Sénégal le 10 ou le 11 décembre 2012. Pourquoi il arrive? Il arrive parce qu'il apprend effectivement depuis le Bénin qu'il y a des problèmes à AHS Sénégal. AHS est suspecté de ceci, de cela, etc. Il entend du bruit. Il s'amène volontairement. Oui. Bon, il vient se jeter dans la gueule du loup. Parce qu'en fait, lui, il arrive pour se dire, en se disant, écoutez, oui, le Sénégal est une démocratie majeure, la justice sénégalaise... participer à la manifestation de la vérité. Exactement. C'est tout à fait ça. Alors, il arrive donc, on va dire presque les doigts dans le nez pour apporter sa pierre à l'édifice de vérité qui, de son point de vue, est en train de se faire. Et donc, voilà, dès qu'il arrive, bon, vous savez, le téléphone arabe fonctionne, on dit à la gendarmerie, Agboba est là, le lendemain, il reçoit sa convocation, le surlendemain, il se présente là-bas, tac, commence à être entendu, et voilà, il est frappé de l'interdiction de sortie. Ça dure jusqu'au 17 avril 2013, mandat de dépôt jusqu'au 16 octobre 2013. Il est libéré et donc placé sous contrôle judiciaire. 16 octobre 2013 jusqu'à la date du 23 mars 2015. Donc il est resté comme ça, d'abord en prison, ensuite en liberté sous contrôle judiciaire dans le Sénégal, qui n'est pas son pays. Il le doit exclusivement à la déclaration d'Elimanel Diop. Or, ce Elimanel Diop, qui a été directeur général de la société pendant plus de 2 ans, il n'a jamais été inquiété. Ce monsieur dit, c'est Karim Wade qui est propriétaire.
il déclare avoir travaillé avec Karim Wade pour créer la société. Il accable Karim Wade. Ben, écoutez, objectivement, à tout le moins, c'est quand même un complice de Karim Wade si effectivement les faits sont établis. Mais il n'est pas poursuivi. Il n'est pas poursuivi en raison de ce marché que le ministère public a mis, n'est-ce pas, entre les mains de chacun des protagonistes de cette affaire. Vous le dénoncez, on vous laisse partir. Vous ne le dénoncez pas et vous aurez en face de nous votre rouleau, vous aurez en face de vous notre rouleau compresseur. Il y a le cas aussi de notre confrère Cheikh Diallo qui n'a pas été inquiété et qui a géré la société qu'on prête à Karim Wade. Non mais attendez. La société de médias. Oui, disons que ce que vous dites est exact, sauf que il faut, on va dire, apporter quelques petites précisions. Ce n'est pas aussi brut que cela. C'est-à-dire qu'en réalité, Cheikh Diallo a d'abord été inculpé, placé sous mandat de dépôt. Bien sûr. Mais au cours de l'instruction, il lui a suffi de dénoncer Karim Wade, n'est-ce pas, pour obtenir l'absolution. D'ailleurs, ce que vous dites... Ça renforce ce que vous aviez dit. Ben voilà, et d'ailleurs, ce que vous dites là, ça me permet d'aborder un thème, un aspect très important. Nous disons depuis tout le temps, c'est pas un procès équitable, c'est pas un procès équitable. Et puis bon, c'est pas moi, je veux dire, bon, on a l'impression quelquefois de prêcher dans le désert. Mais bon, je m'arrête sur le cas Cheikh Diallo. Voilà un monsieur qui obtient le non-lieu parce qu'il a dénoncé Karim Wade. Il comparait à la barre de la cour de répression de l'enrichissement illicite en audience publique. Et donc, bon, toute son audition, durant son interrogatoire, il charge Karim Wade. Moi, je ne suis pour rien là-dedans. C'est Karim Wade qui a tout mis, tout lui appartenait, c'est lui qui décide de tout, etc., etc., etc. Bon, écoutez, il était ministre du ciel, de la terre, etc., etc. Et donc, du coup, bon, écoutez, on a mis plus, on a mis mieux, c'est pour l'accusation. Alors, il se passe que ce monsieur avait eu la généreuse idée, le 18 novembre 2012, c'est-à-dire que alors que l'enquête préliminaire venait de commencer, de donner une interview sur un plateau de télé, un peu comme je le fais actuellement avec vous. Chez Pierre-Edouard Faye à Walfadjri, il donne une interview au cours de laquelle, pendant une heure de temps, il fait un plaidoyer en faveur de Karim Wade. Il le blanchit. Non, non, tout ce qu'on dit à propos de Karim, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Écoutez, je suis désolé, mais M. Cheikh Diallo, il y a forcément un moment dans l'histoire de ce dossier où il ment. Effectivement. Parce que quand il dit ça au cours de l'interview le 18 novembre 2012, qu'il prend la défense de Karim Wade, et qu'après, devant la cour, il charge Karim Wade, il prend le contre-pied de ce qu'il avait dit avant, il y a forcément une des deux déclarations qui n'est pas vraie. Et il bénéficie d'un non-lieu. Et il a obtenu le non-lieu entre-temps. Alors, je donne un exemple de ce que nous appelons les aspects sur lesquels nous interpellons l'opinion pour dire que ce n'est pas un procès équitable. Vous savez, l'instruction se fait à charge et à décharge. Alors, l'élément sonore ou l'élément audiovisuel sur la base duquel ce monsieur avait blanchi Karim Wade, la défense en a disposé. La défense a proposé à la Cour que cet élément soit projeté en audience publique pour que la Cour voie Cheikh Diallo en train de décharger Karim Wade. Écoutez, la Cour a refusé. Ah oui? Ah ben oui. La Cour a refusé. Ça, ce sont des choses qui vous donnent l'exacte mesure de ce que dans ce procès, on a exclusivement instruit à charge et à décharge. Vous savez, il y a une légende qui poursuit, par exemple, Laurent Gbagbo. Les gens disent qu'en Côte d'Ivoire, bon, écoutez, je donne cet exemple-là, ça n'a rien de péjoratif, mais bon, c'est juste des éléments d'histoire. Et on va dire, l'histoire s'écrit sous nos yeux. Donc, on a dit dans le camp de Gbagbo, en 2010, au cours de l'élection, le slogan favori, le thème de campagne, ou je ne sais pas comment, le cri de guerre de ces troupes, c'était « on gagne ou on gagne ». Je suis désolé, mais devant la CREI, pendant ce procès-là, c'était « on gagne ou on gagne ». Autrement dit, les prévenus, ou bien ils vont être condamnés, ou bien ils vont être condamnés. Il n'y avait pas d'alternative. Il n'y avait absolument pas d'alternative à la condamnation. Et la meilleure preuve, c'est ce genre de choses. Quand la défense fait des demandes, ben écoutez, nous sommes balayés, c'est pas possible. On nous manque de respect. Il y a des avocats dans cette affaire-là. Écoutez, je sais pas moi, je ne dis pas de nom, mais il y a 3 ou 4 avocats dans cette affaire-là. Mais écoutez, chaque fois qu'ils se présentaient à la barre, on avait l'impression qu'ils devaient être mangés. Les témoins de l'accusation, ben écoutez, quand vous avez un témoin qui peut être intéressant et tout ça là, ben écoutez, on lui offre de s'asseoir, on lui sert à boire. Il est super gentil, on est super gentil avec lui. Quand vous avez quelqu'un qui est suspecté plus ou moins de ne pas faire le jeu de l'accusation, attention, si vous ne faites pas attention, vous allez être poursuivi pour faux témoignage. Tous ces gens qui ont été suspectés de neutralité
ou d'être, n'est-ce pas, un tant soit peu indépendants par rapport à l'accusation, on les a menacés de les poursuivre. Témoigner à décharge. À décharge. On les a mis, on les a, comment dire encore, on les a menacés de les poursuivre pour faux témoignages. C'est comme ça que ce procès a marché. Alors, de vous à moi, il y a un moment où vous vous dites, écoutez, on arrive à cette caricature de Plantu, n'est-ce pas, qui figure monsieur Léonid Brejnev, qui est en train de faire un combat de boxe contre Jimmy Carter. Je suis désolé, l'arbitre de ce match, n'est-ce pas, qui était censé être neutre entre les deux, il portait un maillot, n'est-ce pas, c'était Giscard d'Estaing qui arbitrait, et il portait un maillot sur lequel il était mentionné Vive Carter. La CREI, c'est ça. Oui. Vous ne le dites pas, mais on le sous-entend, hein, on le comprend dans vos propos. La CREI est une juridiction politique, le procès était un procès politique. Vous savez, à la limite, quand je réponds à cette question-là, je n'ai pas envie, moi, de passer pour un militant. Enfin, militant au sens le plus primaire du terme, hein, c'est-à-dire aujourd'hui membre, n'est-ce pas, avec une carte de tel parti politique, etc. Donc je ne me place pas sous ce chapitre-là pour le dire. Bon, je ne suis pas militant de l'un quelconque des partis qui peuvent s'opposer dans cette affaire-là. Bon, je suis moi une espèce de, on va dire, appendice, n'est-ce pas? Je suis un peu le défenseur des imbéciles ou des idiots qui se sont trouvés là au mauvais moment, au mauvais endroit et au mauvais moment. Et donc peut-être que c'est ça qui vaut qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, je suis en plein dans ce que l'on appelle un procès politique. Écoute, je ne sais pas si je dois dire oui, c'est un procès politique. Je ne sais pas. Par contre, ce dont je suis absolument sûr, et ça, il y a absolument des éléments incontestables qui peuvent le démontrer, c'est que ce procès n'était pas équitable. Les dés étaient pipés et je vous ai dit très clairement que vous avez donc deux personnes qui s'affrontent dans un combat de boxe et l'arbitre porte un maillot sur lequel il est mentionné le nom de l'un des protagonistes. Oui. C'est ça la CREI. Oui. Essayons d'avancer un peu pour expliquer pour les téléspectateurs. Hein. On est parti de 697 milliards pour arriver à 69 milliards en passant par 117 milliards. Comment vous pouvez expliquer tout cela? Bon, écoutez, c'est la preuve qu'on était allé à la pêche. C'est-à-dire, c'était carrément, on va dire... à l'aventure. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, écoutez, d'aucuns vous diront oui, l'habitude du parquet spécial ou l'habitude du ministère public. Bon, j'ai entendu un de mes confrères défendre ça sur un plateau hier soir. Oui, bon, écoutez, la procédure, elle commence en ratissant large. Et puis ensuite, bon, écoutez, oui, on fait un tamis. Et puis voilà, il reste forcément quelque chose. Vous savez, cette thèse, on va dire, m'aurait peut-être amusé si elle n'avait pas, on va dire, comme conséquence d'envoyer des gens en prison. Si elle n'avait pas comme conséquence de jeter des gens, des citoyens honnêtes, n'est-ce pas, des gens qui n'ont eu que le malheur d'être là, de les envoyer, de les jeter en pâture à l'opinion, d'afficher leur nom tous les jours, n'est-ce pas, à la une de la presse, d'afficher leurs problèmes de santé, d'afficher leurs problèmes de foyer, d'afficher leurs comptes bancaires, etc. Cette thèse ne m'aurait pas gêné si elle ne portait pas atteinte, n'est-ce pas, aux droits fondamentaux des êtres humains qui ont été poursuivis dans ce dossier. Je veux dire, je n'en serais absolument pas offusqué. Maintenant, vous me dites, oui, on est parti de 700 milliards, 694 milliards, je crois, n'est-ce pas, à 117 milliards, à la suite de, comment dire, et puis ensuite, 69 milliards. Voilà, 69 milliards. Bon, écoutez, oui, c'est d'abord la preuve qu'il n'y avait absolument rien de sérieux dans le travail qui était fait, et d'ailleurs, il faudra qu'un jour, en page d'histoire, on s'arrête sur l'évaluation qui a été faite. Parce que la vérité, c'est quoi? Je veux dire, les personnes qui ont évalué, quelle est leur technicité, quelle est leur expérience, quel est leur savoir-faire, leur identité, l'expérience qu'ils ont en matière d'évaluation. Leur neutralité. Leur neutralité, ben, écoutez, vous faites bien de faire l'observation. Écoutez, c'est n'importe quoi. Vous savez, il y a M. Pouy qui est très fort, c'est un financier. Il a regardé, n'est-ce pas, les chiffres tels qu'ils avaient été alignés. Il a dit très clairement, dans des conclusions qui ont été déposées à la Cour, mais bon, vous savez, eux, ce qu'ils disent, hein, on ne les écoute pas, on les lit pas. Et il dit à la Cour, mais écoutez, ce que les gens disent là comme étant la valeur des sociétés, mais écoutez, ça aurait été la valeur des sociétés si ces sociétés avaient marché convenablement pendant les 8 ou 20 ou les 8 ou 10 prochaines années. C'est-à-dire que des résultats qui ne se sont pas encore réalisés, c'est ça qui a permis, n'est-ce pas, d'évaluer les sociétés. C'est une surestimation alors. Ben, c'est n'importe quoi. Ouais. Et maintenant, attendez,
On ne peut pas terminer sans parler de Singapour. Mais j'allais en venir. Les 47 milliards de Singapour, j'allais en venir. Hein, c'était la question suivante. Le juge n'a pas jugé, permettez-moi donc cette redondance, utile de prendre en compte le compte de Singapour. Bon, écoutez, vous avez raison de souligner ça. À la limite, c'est un élément du dossier dont j'aurais dû me réjouir. Je ne vous cache pas que ça fait partie des éléments qui font que nous persistons à dire que ce procès n'était pas un procès équitable. J'aurais dû me réjouir de ce que la Cour a écarté en définitive les 46 milliards de Singapour, mais je persiste à dire que c'est l'un des éléments nodaux qui permettent de dire que ce procès n'était pas équitable. Oui. Et d'ailleurs, bon, ce n'était pas le seul. Bon, si vous voulez qu'on s'arrête un peu, je vais vous dire pourquoi c'est pas équitable. Alors, c'est 46 milliards de Singapour. Ça résulte 40, oui, c'est-à-dire c'est 46 milliards, oui, je ne sais pas combien de millions, etc. Alors, ça résulte de quoi? En tout et pour tout, dans le dossier, vous avez un expert, n'est-ce pas, qui s'appelle Albouri Ndao, qui se réveille un jour et qui dit oui, il y a 46 milliards. Il écrit en disant oui, il y a telle personne qui m'a dit qu'il y a effectivement un compte où il y a de l'argent, et c'est passé par AHS Guinée-Bissau ou quelque chose comme ça. Il faut aller chercher. Et puis après, il y a Bibo Bourgi, Mamadou Pouy, on écrit le tout avec d'ailleurs des fautes d'orthographe qui sont reproduites dans d'autres documents, n'est-ce pas? Ce qui permet d'ailleurs de faire le lien avec peut-être celui qui aurait fait la dénonciation. Mais enfin, il déclare qu'il y a 46 milliards qui auraient transité à Singapour ou qui y dorment. Écoutez, il le dit à environ, bon, je peux me tromper, hein, parce que vous savez, malheureusement, il y a 46 000 pages de dossier, vous ne pouvez pas vous souvenir de tout par cœur. Je pense qu'il le dit à peu près 4 semaines de la clôture de l'information. La commission d'instruction a été saisie, était encore saisie. Il dépose son rapport et il écrit ça. Et il précise d'ailleurs que, bon, oui, la personne qui m'a donné les informations, il est prêt à les étayer ou en tout cas à les compléter à condition qu'on lui signe un contrat et qu'on lui donne de l'argent. Bon, c'était pas très clairement dit, mais bon, il suffisait de lire entre les lignes. Junju doy na borom xel, comme disent les Wolofs. Moyennant quoi, donc ce monsieur écrit ça, et puis voilà, la commission d'instruction, qui est encore saisie de l'affaire, ne convoque pas nos clients pour les entendre là-dessus. Vous avez, c'est-à-dire, c'est impressionnant, c'est extraordinaire, c'est-à-dire, ce sont des fautes absolument graves, c'est des choses inadmissibles dans une procédure pénale. Vous avez quelqu'un qui vous met en cause, qui dit que vous avez un compte dans lequel il y a 46 milliards. La commission d'instruction vous renvoie devant la cour pour être jugé contradictoirement, sans jamais vous avoir entendu sur cet élément de l'accusation. Jamais personne parmi nos clients n'a été convoqué pour qu'on l'entende sur les 46 milliards de Singapour. Or, les 46 milliards de Singapour, écoutez, il suffisait que ces clients-là, que nous avions, que nous défendions, soient confrontés à M. Albouri Ndao, mais écoutez, on l'aurait absolument confondu. Mais même non. le principal accusé, Karim Wade, n'a pas été confondu à Albouri Ndao. Non. C'est-à-dire que quand Albouri Ndao a donné cette information, on se trouvait à quelques jours, je vous ai dit quelques jours de la clôture de l'information. Il n'y avait plus le temps pour faire quoi que ce soit. Parce qu'en fait, bon, vous avez dû vous rendre compte qu'on a prolongé indûment, n'est-ce pas, la détention préventive de Karim Wade et de Mamadou Pouy. Ça aussi, si vous voulez, on s'y arrête. Hein. La loi sur la CREI prévoit que l'instruction doit durer 6 mois. Écoutez, la commission d'instruction est saisie. Pendant 6 mois, la commission d'instruction n'a pas terminé l'enquête. Mais entre-temps, il y a eu le compte de Monaco. C'est l'argument. Je vois que vous êtes bien informé, que vous avez bien lu le dossier. Mais je constate que, comme beaucoup, en fait, on vous a embarqué dans ce trou des 99 milliards de Monaco. C'est une aberration totale. Dites-moi, tout le patrimoine que l'on attribue à Karim Wade, si ce patrimoine était réellement le sien, n'est-ce pas, établi, configuré, calé depuis l'instruction, et si en plus de tout ça, il y avait 99 milliards de patrimoine à Monaco, il n'aurait pas été renvoyé pour 117 milliards, ça aurait été 99 milliards, plus les 46 milliards de Singapour, vous êtes déjà à 136 milliards ou 146 milliards, et puis ensuite, l'autre partie du patrimoine, ça les 69 milliards, ça aurait fait plus de 200 milliards. Cette histoire de Monaco, c'est un gros coup de bluff, c'est un coup de jarnac judiciaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai dit que Karim Wade a été inculpé, Mamadou Pouy a été inculpé, Ibrahim Abou Khalil Bibo a été inculpé une première fois le 17 avril 2013. Oui. Ils ont été inculpés. Le texte qui organise la CREI prévoit que l'instruction doit durer 6 mois. Puisqu'ils ont été placés sous mandat de dépôt le 17 avril 2013, le 17 avril
17 octobre, excusez-moi, 2013, l'instruction aurait dû être clôturée. Ou bien on clôture, ou bien ces personnes sont mises en liberté. Oui. Ils peuvent à la rigueur continuer, à la rigueur. Mais je dis, objectivement, le mandat de dépôt étant donné pour 6 mois, ils auraient dû être libérés. Et puis d'ailleurs, quelque part, la preuve qu'ils auraient pu et dû être libérés. Ben, écoutez, les gens qui les ont suivis, écoutez, ne vous offusquez pas si je cite des noms. Taïbou Ndiaye a bénéficié d'une liberté après 6 mois. Pourtant, son dossier a été instruit au-delà de 6 mois. N'est-ce pas? Abdoulaye Baldé, il a été placé sous contrôle judiciaire parce qu'il présente de sérieuses garanties de représentation. Écoutez, je suis désolé, mais Karim Wade, Ibrahim Abou Khalil, Mamadou Pouy, Pierre Agboba et tous les autres, ils n'ont pas plus de droits que tous les autres Sénégalais, mais ils n'ont pas moins de droits que tous les autres Sénégalais. Et ils présentent des garanties de représentation. Sérieuses de représentation. Ils ont pourtant été gardés en prison. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Il y a dans le dossier un document qui s'appelle ordonnance de jonction de procédure, qui a été pris, une ordonnance de jonction qui a été prise le 28 mars 2014. C'est ce document, c'est par cette décision que la commission d'instruction a opéré la jonction entre le premier dossier, qui s'était terminé le 16 octobre 2013, et le deuxième dossier, le fameux compte de Monaco, que l'on a appelé pièce nouvelle ou élément nouveau, qui a permis de faire une deuxième inculpation, d'ouvrir un deuxième dossier. La commission d'instruction, après avoir soi-disant instruit sur le compte de Monaco, a donc pris une ordonnance de jonction le 28 mars 2014. Vous savez, on dit quelquefois un crime n'est jamais parfait. Écoute, il faut dire les choses comme elles sont. Une erreur judiciaire n'est jamais parfaite. Bien sûr. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la commission d'instruction, dans cette ordonnance de jonction, avoue, elle écrit, attendu que la procédure numéro 1 et la procédure numéro 2 concernent les mêmes faits. Je n'invente rien. Ce que je dis là, c'est écrit noir sur blanc dans l'ordonnance. Et je répète, ce n'est pas des faits similaires, ce n'est pas des faits identiques, c'est des faits, c'est les mêmes faits. Je répète, ce n'est pas des faits identiques, ce n'est pas des faits similaires, ce sont les mêmes faits. C'est la commission d'instruction qui dit, le 28 mars 2014, je joins cette procédure-là parce que ces procédures se rapportent aux mêmes faits. Je suis désolé, mais vous avez qu'à interroger tous les juristes sérieux de ce pays. Ils vous diront qu'on n'inculpe jamais quelqu'un 2 fois pour les mêmes faits. Oui. Effectivement. Albouri Ndao, qui a engagé l'État dans cet écheveau, ne devrait-il pas être poursuivi d'abord par l'État et ensuite, peut-être son procès en diffamation intenté contre lui par Karim Wade, dont on attend toujours donc, le verdict. Est-ce que l'État ne devrait pas poursuivre Albouri Ndao? Vous savez, je suis désolé de vous décevoir, mais moi je ne suis pas le conseil de l'État. C'est aux avocats de l'État à réfléchir. Le juriste que vous êtes. Voilà, aux avocats de l'État de réfléchir, n'est-ce pas, sur les suites qu'il faut donner à l'affaire. Par contre, maintenant, effectivement, en tant que protagoniste de l'affaire, en tant qu'avocat de l'une des parties, je peux vous dire que, à tout le moins, ce que ce monsieur a fait, ça s'appelle induire la justice en erreur. Il a fait un faux témoignage. Il devrait être poursuivi pour ça. Oui. D'ailleurs, je vois que... Attendez un moment. Allez-y. Vous savez, dans ce procès-là, les aberrations, elles se comptent par, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est à l'appel qu'on a les aberrations. Vous savez, le monsieur Albouri Ndao dont vous parlez, qui a fait ce faux témoignage, qui a induit la commission d'instruction en erreur, qui l'a conduite à violer les droits des gens qui ont été renvoyés, tout ça. Albouri Ndao est actuellement poursuivi. Vous avez vu tout ce qui a été fait pour que ce monsieur ne réponde pas, n'est-ce pas, des faits, n'est-ce pas, de faux témoignages ou en tout cas des incriminations qui ont été visées par les avocats de Karim Wade. Alors, il y a une chose qui est extraordinaire quand même. Voilà quelqu'un qui induit la CREI en erreur, que l'on a désigné comme expert, investigateur, qui vous dit ouais, les informations que j'ai écrites là, je les ai apprises des sapiteurs, etc., etc. Bon. Enfin, bref, on a découvert que c'était du vent. Ce monsieur, en tout temps, le compte a été vidé, selon lui. Oui, mais bon, écoutez, vous savez, comme disait l'autre, les connaissances, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on étale. Ouais. Alors, plus on en a... ben, écoutez, je ne sais pas. En tout cas, je vais vous dire, le scoop, c'est quoi? Bah, écoutez, les gens ont dû se rendre compte d'une chose quand même. Ce monsieur, il va faire un faux témoignage devant la CREI. Karim Wade, n'est-ce pas, qui est victime de ce faux témoignage, le poursuit devant le tribunal correctionnel. Et il est défendu par qui? Devant le tribunal correctionnel. Vous êtes observateur, dites-moi. Je vous laisse la plume. Ben, écoutez, il est défendu par un avocat de l'État. L'État du Sénégal, partie civile, a les mêmes avocats que les témoins qui induisent la CREI en erreur.
Il y a un conflit d'intérêts par là. Mais non, c'est pire que ça. Ah oui? Ben oui. Comment vous l'appelez alors? Ben écoutez, je dis en tout cas c'est pire qu'un conflit d'intérêts. Je répète que Albouri Ndao, ce fameux témoin qui a amené le compte de Singapour, qui a valu à nos clients, n'est-ce pas, d'être renvoyés aussi pour les 46 milliards de Singapour, Oui. ce monsieur, il est établi aujourd'hui définitivement qu'il a donné des informations inexactes à la Cour. Ben écoutez, quand il est poursuivi par les personnes qui ont été victimes de ce témoignage, il est défendu par les avocats de l'État. Ouais, c'est assez curieux quand même, il faut Voilà. l'avouer. Beaucoup de griefs ont été soulevés contre la CREI, notamment dans son mode de fonctionnement. Selon vous, faut-il brûler la CREI? Oui, je pense qu'il faut brûler la CREI. La CREI n'a strictement plus rien à faire dans notre ordonnancement juridique. Donc on pense qu'il faut la réformer. Bon, écoutez, réformer peut-être, je ne sais pas. Mais franchement, je dis, quand on dit réformer, je veux dire, j'attends de voir un peu quel est le contenu de la réforme. Vous savez, il y a quelques années, là, quand on était à l'université, il y avait un bon mot que se disputaient les étudiants. On disait, il faut réformer la réforme. Alors, je disais, écoutez, attendons de voir un peu quel est le contenu de cette réforme qui va être faite de la CREI. Mais bon, en attendant de voir, moi, je dis, je n'engage que ma propre voix. Je suis de ceux qui pensent que la CREI, c'est une honte pour le Sénégal. Est-ce que ce serait juste de réformer la CREI après avoir condamné des gens? C'est pas un échappatoire Mais pour écoutez, le vous tenant savez, actuel du pouvoir? il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ben, la CREI a déjà servi. Vous savez, il y a des pays où on a Mais servi. les tenants actuels du Excusez-moi, pouvoir il y a des vont pays- s'en tirer à bon compte alors. Excusez-moi. Vous savez, C'est tout ça, bénef pour eux. Vous savez, en fait, je vais même peut-être modérer un peu ce propos-là. Oui. Bon, moi je suis de ceux qui pensent que le Sénégal, c'est pas un pays en déficit de loi. On avait un prof à l'université, le professeur Issa Saïk pour ne pas le nommer, qui aimait à dire au Sénégal, il y a des diarrhées législatives et réglementaires. Vous savez, au Sénégal, tout est loi. Tout est loi, tout est loi. C'est-à-dire, il y a une loi qui régit la carte du Sénégal. Il y a une loi qui régit la formule exécutoire. Il y a une loi qui régit le papier sur lequel on dactylographie les Une logorée de loi. etc. C'est-à-dire, il y a de tout. La corruption, l'enrichissement illicite et tout ça, il y a suffisamment de lois et suffisamment de juridictions ici pour les prendre en charge. Je veux dire, objectivement, je ne vois pas, moi, qu'est-ce que vient faire la CREI, en tout cas dans sa formule actuelle. Parce que vous savez, je répète, que écoute, la CREI, c'est on gagne ou on gagne. C'est-à-dire, ici, on meurt ou on meurt. Oui. Mais le ministre de la Justice ne semble pas s'inscrire dans cette logique de réforme de la CREI ou bien même comment dirais-je, de suppression de la CREI parce qu'il dit que le travail va continuer, la CREI va continuer son travail et les 25 autres dignitaires qui ont été cités vont être appelés devant la CREI. Oui, en fait, bon, disons que, vous savez, moi, je suis ici, bon, d'abord et avant tout au nom de la défense d'un certain nombre de personnes qui ont été poursuivies devant la CREI. Donc, à la limite, je m'en voudrais, moi, de glisser sur autre chose. Bien sûr. Maintenant, cela dit, ce que vous dites est intéressant, ça m'interpelle aussi en tant que citoyen sénégalais. Le ministère de la Justice, le ministre de la Justice est effectivement dans une posture dans laquelle il peut développer ce genre de choses. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, ce que je voulais dire, je m'en voudrais d'oublier ce point-là. Je veux dire, la CREI, c'est on gagne et on gagne. Ou on gagne. Je veux dire, en fait, quelqu'un qui comparaît devant la CREI, vous êtes condamné ou vous êtes condamné. La preuve que c'est ça l'esprit, et que c'est un esprit très contagieux, c'est que le ministre de la Justice lui-même, sur un plateau hier, il a parlé en disant, écoutez, la décision de la CREI vient d'être rendue, respectons-la. Les personnes qui sont condamnées ont le droit de faire des recours, donc de saisir la Cour suprême. Écoutez, quand la Cour suprême aura fini de statuer, l'État du Sénégal verra comment exécuter la décision en rapport avec les États étrangers. Écoutez, quand il dit ça, sans s'en rendre compte, écoutez, il valide l'idée que le pourvoi en cassation que nous allons faire devant la Cour suprême, il ne peut être que rejeté. Et que donc l'arrêt de la Cour de la CREI qui vient d'être rendu sera forcément revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée. C'est un lapsus peut-être, et c'est un lapsus révélateur. À vous entendre, le pouvoir en cassation ne va servir à rien. Absolument pour vos jamais, clients. je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Au contraire, vous savez, c'est très simple. Je ne suis peut-être pas candide, mais enfin, je suis quand même partisan de ce que, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y aura des recours, ben écoutez, on fera des recours. Quel espoir fondez-vous dans ce pouvoir en cassation? Ben écoutez, je fonde un espoir, mais écoutez, je ne peux pas dire démesuré, mais un espoir réel. Parce que la vérité, c'est quoi? Il y a tellement de, comment dire encore,
de choses qui ne vont pas dans cette décision qui a été rendue. Il y a tellement de choses qui peuvent être critiquées du début à la fin de la procédure, n'est-ce pas? Que, écoutez, je ne doute pas un seul instant que nous puissions, n'est-ce pas, retenir un instant l'attention des juges de la haute cour suprême, n'est-ce pas? C'est pas pour rien qu'elle s'appelle Cour suprême et que dans notre jargon habituel on l'appelle la haute cour. Écoutez, je pense que ce qui a trompé les juges de la CREI ne trompera pas, ne devrait pas tromper, ne trompera absolument pas les magistrats de la Cour suprême. Maître, on ne peut pas vous avoir sur ce plateau sans vous poser cette question. Comment va Ibrahim Bourgi Bibo? Oui, Bibo a été se soigner en France. Et effectivement, bon, il est arrivé à temps parce que s'il n'avait pas été autorisé à partir, ça aurait été très périlleux pour lui. Alors, il s'est soigné, mais il a encore besoin de soins. C'est quelqu'un qui a absolument besoin, de façon très régulière, de voir un médecin. On lui a refusé sa dernière sortie. Bon, disons que pour l'instant, en réalité, on ne lui a pas encore répondu. Mais bon, ça, c'est la même chose. Après le procès, il est rentré chez lui. On va le cueillir chez lui pour l'amener en prison. Mais non, je veux dire, il faut savoir quand même que le délai de pourvoi, comme le pourvoi, sont suspensifs. Oui. Et la CREI n'ayant pas décerné de mandat contre lui, il peut effectivement rentrer chez lui. Oui. Et bon, si d'aventure son pourvoi a été rejeté, c'est là que serait ouverte la possibilité effectivement qu'il aille en prison. Mais pour l'instant, écoutez, tant que son pourvoi est pendant, vous savez, l'article 37 de la loi organique sur la Cour suprême prévoit que le pourvoi est suspensif en matière pénale. Donc c'est pour cette raison que pour l'instant il est libre de ses mouvements. Je ne saurais d'ailleurs terminer sans dire au sujet de Bibo et de Puy, que, bah, écoutez, il y a 5 siècles, on a condamné Galilée parce qu'il avait osé dire que la Terre tourne. Oui. L'histoire lui a par la suite donné raison. Écoutez, aujourd'hui, on condamne 2 jeunes Sénégalais qui ont eu l'audace d'entreprendre avec, on va dire, des résultats absolument probants. On les condamne pour ça. J'espère qu'un jour, l'histoire leur donnera raison. L'histoire montrera que leurs contempteurs avaient tout à fait tort. C'est le mot de la fin. Africa 7 vous remercie d'être venu sur ce plateau de Enjeu. C'est moi qui vous remercie. Merci également, chers téléspectateurs. Nous vous remercions d'avoir suivi ce numéro de Enjeu qui recevait Maître Pape Leyti Ndiaye, qui est avocat d'Ibrahim Abou Khalil dit Bibo Bourgi et de Pape Mamadou Puy, effectivement. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de votre émission Enjeu. D'ici là, restez fidèles au programme d'Africa 7, la chaîne panafricaine. Au revoir.